Généralement, le projet de construction, une fois qu'il est parti, c'est ultra prenant. Ça vient s'ajouter à la charge du boulot, des enfants, de tout le reste. Et du coup, plus on a pu anticiper en amont tout un tas de choses, et moins on est dans le jus et de devoir faire parfois des choix qui seront pas les bons parce qu'on se retrouve dans l'urgence, parce qu'il faut que le chantier il avance, parce que demain il pleut, parce que dans une semaine il neige, parce que on doit rendre la maison de location dans 3 semaines. Bienvenue dans Aubercaille, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Diane Folté. Bonjour Diane. Bonjour Caroline. Alors Diane, je suis admirative de ton projet de construction écologique en famille. On t'a découvert via Instagram. Vous avez suivi votre instinct pour changer de vie et découvrir le domaine de la permaculture et le concept de maison Earthship. Vous avez trouvé un terrain dans l'Ain pour construire votre propre cocon biologique et vous avez surmonté les obstacles de l'achat du terrain, les délais, le permis de construire et la mise en œuvre. Vous avez décidé de vous lancer dans l'autoconstruction en famille avec l'aide de vos proches et du réseau Tuisa du chantier participatif. Votre projet de bercail est une belle aventure familiale qui nous permet de vivre dans un environnement plus sain et plus respectueux de la nature. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le concept de la maison Earthship en autoconstruction et en famille. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici et tu souhaites rajouter quelque chose, Diane ? Non, c'est tout bon, Caroline. C'est tout bon ? Bon, ça va quand même être à toi puisque on enchaîne quand même sur notre fameux brise-glace pour commencer cet épisode. Je vais te laisser me donner les 2 affirmations que tu m'as préparées et à toi d'essayer du coup de me piéger sur le sujet. Ok. Donc la première, c'est que le Earthship, c'est un concept qui a été inventé dans les années 70 par un architecte américain, Michael Reynolds, au Nouveau-Mexique, un concept de maison bioclimatique et autonome. Et la deuxième affirmation, c'est donc que le Earthship, c'est la forme la plus aboutie de maison de bercail écologique et durable. Ok. Alors parfois, il peut y avoir des pièges dans les dates, mais pour m'être un peu renseignée, je sais que c'est un concept effectivement inventé par un architecte américain. Et j'aurais dit que du coup, c'est la première, mais peut-être qu'il y a un petit piège quelque part. La première qui est vraie ? Oui. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Effectivement, donc le Earthship, c'est un concept qui remonte déjà à une 50aine d'années, qui a été inventé par Michael Reynolds au Nouveau-Mexique à Taos. Et la deuxième, elle est fausse, tout simplement parce que, et on le voit dans les différents épisodes de Aubercaille, ça existe pas. S'il y avait une solution magique qui soit parfaite d'un point de vue environnemental, qui corresponde aux besoins de chacun, ça se saurait. Le Earthship, on aura l'occasion de le voir après dans la suite de l'échange, mais c'est une maison qui a beaucoup d'intérêt, mais qui est loin d'être parfaite dans son procédé et dans, de toute façon, toute construction. Déjà à partir du moment où on recrée une empreinte au sol et où on artificialise des sols, ça a un impact. Et c'est vrai que la rénovation, dans bien des cas, c'est mieux qu'une construction neuve. Voilà, donc c'est pour ça que la deuxième, pour moi, elle est pas vraie, même si le Earthship, c'est vraiment un bercail très agréable et qui, pour tout un tas de raisons, a un impact moindre d'un point de vue environnemental par rapport à tout un tas d'autres habitats. Tout à fait. De toute façon, la solution parfaite n'existe pas, mais on peut essayer de faire au mieux. C'est déjà ce principe. Bon, super. Merci pour cette introduction, du coup. J'aimerais bien qu'on commence par, de toute façon, le commencement. Super phrase. Qu'est-ce qui vous a attiré, du coup, dans le concept de Earthship ? Comment est-ce que vous avez découvert ce concept ? Donc, peut-être via des recherches. Comment vous l'avez découvert ? Et un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer le principe ? Oui, peut-être qu'avant d'expliquer comment on a découvert, juste en quelques mots, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme. Si vous tapez Earthship sur Internet, vous allez trouver des maisons un petit peu, on dirait des maisons du futur, un peu Star Trek, qui parfois peuvent faire un peu peur. Alors, j'invite les auditeurs à taper plutôt Earthship Nouvelle-Zélande. Il y a un exemple d'un Earthship dans une architecture un peu plus contemporaine, qui fait un petit peu moins peur quand on découvre l'habitat. Et en fait, le Earthship, donc effectivement, c'est un concept qui a une 50aine d'années.
et qui repose sur 6 principes. Le premier, c'est que c'est une maison qui a une conception bioclimatique, où l'objectif, c'est de réduire après au maximum les besoins en énergie fossile, que ce soit pour chauffer, pour rafraîchir ou pour ventiler. Et donc, du coup, la maison, faut imaginer un grand rectangle, parce que la maison, elle est toute en longueur, qui est enterrée sur 3 faces, enterrée donc dans la terre. Et en fait, cette terre, elle va servir vraiment de créer un cocon de masse thermique, d'inertie thermique, d'emmagasiner la chaleur pour réchauffer l'hiver, ou à l'inverse pour la garder et du coup garder un intérieur plus frais en été. Donc il y a 3 faces, nord, est, ouest, qui sont enterrées, et toute la façade sud, elle, est vitrée. Et côté sud, il y a comme un espèce de long couloir qui est une grande serre qui sert de zone tampon. Donc l'hiver, dans cette serre, dans cette zone tampon, la chaleur du soleil va forcément faire chauffer. On ouvre à ce moment-là l'ensemble des pièces de vie qui se retrouvent de l'autre côté de la zone tampon. La chaleur rentre et est emmagasinée. Et puis quand la nuit, il y a moins de soleil ou des journées un peu moins ensoleillées d'hiver, toute la masse thermique de la Terre derrière va relarguer, c'est un peu comme une batterie, elle va relarguer cette chaleur qui va permettre de conserver une température agréable toute l'année. Une autre utilisation de la terre qui est derrière la maison, c'est pour rafraîchir l'été, puisque c'est bien d'avoir cette serre devant, mais du coup l'été c'est vrai que ça peut chauffer un petit peu dans la zone tampon. Et en fait, dans le Earthship, il y a des puits canadiens, donc c'est une espèce de gros tubes qui sont enterrés. Alors ça existe dans les Earthships, mais ça peut exister dans tout un tas d'autres constructions aussi, hein, c'est pas spécifique au Earthship. Donc c'est des gros tubes qui sont enterrés sous la terre. Et en fait, sous la terre, à peu près 2 mètres, 2 mètres 50, globalement, la température dans nos climats, elle est stable toute l'année autour de 14 degrés. Et donc, du coup, l'été, l'air, il est capté à l'extérieur, il passe par ce tuyau, il échange ses calories, donc l'été, il est rafraîchi par la terre qui est plus fraîche, et il rentre dans l'ensemble des pièces, du coup, à une température autour de 14-15 degrés, ce qui permet de venir ventiler naturellement et de rafraîchir l'habitat. Il y a dans la serre en point haut des ouvertures, ce qui permet que par effet d'aspiration, l'air chaud il a tendance à monter, donc il s'échappe et puis du coup ça aspire l'air frais et tout ça de façon naturelle. Donc ça c'est le premier principe du Earthship, c'est vraiment d'avoir ce chauffage, cette ventilation et ce rafraîchissement de la maison sans le besoin d'énergie fossile. Qui permet de garder cet équilibre justement au niveau des températures. Exactement. Exactement, toute l'année. Le deuxième principe, c'est un principe de réutilisation de déchets, ou en tout cas une seconde utilisation d'un certain nombre de matériaux, ou l'utilisation de matériaux naturels comme le bois. Et ce qui est assez emblématique du Earthship, qui souvent fait un petit peu débat, c'est l'utilisation de pneus usagés qui sont utilisés en soutènement, donc pour faire vraiment le mur nord, est et ouest qui va venir recevoir une partie de la structure de la maison. En technique qu'on appelle le pneu sol. Donc en fait les pneus, on vient les tasser de la terre à l'intérieur, qui est souvent la terre d'excavation du terrassement. On la tasse et puis après on monte avec des règles un peu précises pour que ce soit suffisamment solide. On monte ce pneu et ça vient servir de structure. Et le pneu, une fois qu'il est enterré, puisqu'à l'arrière on a dit qu'il y avait il était totalement enterré. Il y a une butte en fait à l'arrière du Earthship, et donc du coup le pneu, une fois qu'il est totalement enterré à l'abri de la lumière, des UV, il est totalement inerte. Donc ça c'est un choix que nous on n'a pas fait. Ça c'est les principes du Earthship classique. C'est un choix qu'on n'a pas fait nous pour tout un tas de raisons sur lesquelles je pourrais revenir. Et voilà. Donc du coup le deuxième principe, c'est l'utilisation de matériaux de déchets. Les pneus, mais il y a aussi des murs en bouteille. On en a fait, nous, un certain nombre. Des murs en canettes, dans certains cas, qui permettent d'utiliser moins de matière vierge. On met les bouteilles les unes à côté des autres, et le mortier, pour venir les sceller, du coup, il est nécessaire en bien moindre quantité. Et après, il y a donc 4 autres principes autour d'une idée d'autonomie, une autonomie sur l'eau. Donc dans un Earthship, la toiture sert de récupération d'eau de pluie qui sont généralement enterrées à l'arrière de la maison, dans la butte, qui sont ensuite filtrées pour être réutilisées en utilisation dans la douche, le lave-vaisselle, le lavabo, etc. Non, les toilettes sont sèches peut-être parfois. Alors les toilettes, c'est un autre principe.
Donc là où effectivement c'est une autonomie aussi dans la gestion d'une partie des déchets à la maison qui sont les eaux grises. L'ensemble des eaux grises de la maison, donc c'est-à-dire toutes les eaux sauf les eaux des toilettes, elles sont récupérées pour venir être utilisées dans ce qu'on appelle des cellules botaniques. C'est des espèces de grandes jardinières qui sont présentes dans la serre à l'avant de la maison. Et au fond de ces grandes jardinières, en fait, on a laissé une 50aine de centimètres à l'intérieur desquels il y a des graviers. Et donc, du coup, toutes les eaux grises, elles arrivent dans cette grande réserve d'eau dans la serre et elles sont filtrées par l'action des plantes. Alors, avec une petite pompe, on fait circuler l'eau pour qu'elle reste pas stagnante. Mais voilà, elles sont filtrées par l'action des plantes. Et ensuite, une fois qu'elles ont été filtrées, dans les Earthships, souvent, il y a une petite pompe qui récupère cette eau filtrée et qui l'envoie dans les toilettes. Les toilettes qui sont des toilettes à eau pour ceux qui ont fait ce choix-là. Certains font le choix d'être en toilette sèche. Et puis après, généralement, ce qui est pas notre cas, parce que nous, on devait être accordé au réseau de tout à l'égout. Il y a une phytoépuration dans un village en contrebas, mais sinon, dans la plupart des Earthships, qui sont des maisons qui sont construites pour être, dans certains cas, hors réseau, l'ensemble des eaux noires, après, est filtré en extérieur dans une phytoépuration. Ok. Et puis du coup, il reste deux principes dans l'autonomie. Un principe d'autonomie électrique. Donc souvent, les Earthships, ils viennent avec des panneaux solaires dans la façade sud, qui est souvent du coup bien exposé et qui permet une optimisation des panneaux. Donc panneaux photovoltaïques pour l'électricité et panneaux thermiques pour l'eau chaude sanitaire. Et le dernier principe, c'est un principe d'autonomie alimentaire. C'est un grand mot puisqu'on n'est pas autonome uniquement avec la serre, mais dans cette serre qui du coup est à une température agréable toute l'année dans la maison et qui en plus est approvisionnée en eau en permanence puisque toutes les eaux grises sont récupérées dans la cellule botanique, exactement. Du coup, on peut faire pousser tout un tas de choses toute l'année et aller se servir directement de la cuisine à la serre sans passer par l'extérieur. Donc voilà, c'est un peu les 6 principes du Earthship. Et du coup, comment est-ce que nous, on en est arrivé à connaître ce principe-là ? Au début, on n'est pas rentré par l'habitat. Au départ, on est vraiment rentré par les sujets autour plus de la permaculture, de la reconnexion, de la biodiversité, reconnexion au vivant, suite à un atelier que mon mari avait fait sur une journée dans une ferme en permaculture dans la banlieue lyonnaise. Et c'est le moment aussi où on est passé d'un appartement en centre-ville à une petite maison de ville avec un tout petit bout de jardin de 100 mètres carrés. Et du coup, on a remis les mains dans la terre, on a remis plein de plantes, on a redécouvert un petit peu cette connexion et on a regardé beaucoup de podcasts, écouté des podcasts, on a regardé des vidéos, le pape de la permaculture Sepp Holzer, la ferme du Bec et Loin en France, qui sont un peu des références pour ceux qui sont dans ces sujets-là. Et de fil en aiguille, on est arrivé sur une chaîne que je recommande vraiment à tout le monde, qui est la chaîne de l'Archipel, qui au départ était très axée, c'est une chaîne autour de l'autonomie, principalement, mais depuis, il a fait aussi beaucoup de vidéos sur des sujets autour de l'habitat durable et l'éco-construction. Et dans cette chaîne-là, il y a eu 2 vidéos particulièrement qui nous ont interpellés. La première, c'est une personne qui avait construit une maison sur le principe Earthship, sauf qu'elle était faite entièrement en bois. Je pense que c'est une des seules qui existe dans ce principe-là, parce que pour venir semi-enterrer une maison en bois en termes de réflexion, il y a vraiment une vraie réflexion à avoir au niveau de la construction. Et elle était construite sur ce même principe avec la serre, une autonomie de la maison, et ça nous a vraiment bien plu. Et il en a fait une deuxième qui présente le premier Earthship qui a été un des premiers Earthships qui a été construit en France par l'équipe de l'architecte américain Michael Reynolds en 2017, qui est le Earthship de Pauline et Benjamin en Dordogne. Et donc là, Pauline, dans cette vidéo, elle présente tout le principe du Earthship. On a vraiment été ultra séduits par le concept, par cette impression de vivre dedans, dehors, avec la serre accolée à la maison. Et on a eu la chance après de pouvoir séjourner dans ce Earthship chez Pauline et Benjamin, et tout ce qu'on imaginait en vidéo, c'était encore mieux quand on l'a vécu dans cette maison. Ils ont fait un livre d'ailleurs, Pauline et Benjamin, sur l'expérience qui s'appelle La Maison Magique. Et effectivement, elle a un côté un petit peu magique, cette maison. Un peu féerique, un peu magique. Trop bien.
Trop bien. Donc c'est ça qui vous a un peu poussé derrière à vous dire bon bah on a envie de partir aussi sur ce genre de projet et de s'investir à fond là-dedans. Exactement. On était plutôt au départ parti sur l'idée d'avoir un petit cabanon sur un terrain en résidence secondaire. Et puis en fait, après, on s'est dit non, mais c'est au quotidien qu'on a envie de vivre dans ce type de maison. Et voilà, donc on est passé de la vie citadine à la vie un peu plus rurale. Trop bien. Bah, je te propose du coup, on va détailler un peu ce projet étape par étape. Déjà, on va peut-être le décortiquer. On va partir du choix du terrain. Quels ont été un peu les critères décisifs quand vous avez dû choisir votre terrain, le lieu idéal pour poser votre airship? Alors du coup, il y a deux types de critères. Il y a des critères qui sont vraiment liés quand on veut construire une maison, que ce soit un airship, mais plus globalement une maison en respectant un certain nombre de critères de bioclimatisme pour que la maison elle soit la plus autonome possible, la plus passive. Il y a un certain nombre de critères d'orientation à respecter. Il faut que la maison elle puisse s'orienter au maximum au sud. Faut qu'il y ait pas trop d'habitat ou d'énormes arbres devant qui permettent de limiter ça. Donc il y avait ce critère-là qui était un critère important. Mais avant toute chose, pour démarrer les recherches, nous on avait des contraintes à la fois professionnelles et familiales qui faisaient qu'on voulait pas trop s'éloigner de Lyon. Moi je déteste conduire, donc du coup je voulais vraiment être à côté d'une gare pour pouvoir faire facilement les trajets. Donc déjà, ça limite un petit peu le périmètre. Après, sur cette base-là, comme on avait vraiment, en plus du projet de maison, un projet de permaculture, de forêt nourricière, on voulait un endroit qui, en termes d'impact du changement climatique, soit le plus résilient possible. Donc c'est vrai qu'on a pas mal étudié des cartes. Il y a beaucoup de sites qui sont faits pour voir l'évolution de la sécheresse, de l'humidité des sols, de la pollution des sols. C'est vrai que nous, on vient de Lyon, il y a toute la région du Beaujolais autour qui est magnifique, mais avec les vignes, toutes les nappes phréatiques sont bien remplies de pesticides et autre chose un peu moins sympa quand on prévoit de faire pas mal de choses avec la terre et avec le sol. Donc en mettant un petit peu tous ces éléments-là bout à bout, on avait repéré 3-4 zones qui nous semblaient sympas. Et après, c'est bien beau d'avoir les choses sur le papier, mais il faut aussi que ça vibre et que ça résonne à l'intérieur. Et du coup, en fait, on est allé se promener dans ces différents coins-là. Et on est vraiment tombé amoureux du coin où on s'est installé finalement. Moi, j'avais des critères aussi assez pratico-pratiques avec les enfants, puisque le bercail idéal, c'est aussi un bercail dans lequel on est bien, ça correspond à notre mode de vie. Donc, je voulais pas que les enfants soient loin de tout, qu'il y ait aucune activité culturelle, sportive, et qu'on soit vraiment dépendant de la voiture et sur des très longues distances pour faire tout et n'importe quoi. Et puis lui, Rémi, il avait un critère qui au départ n'en était pas un pour moi, mais maintenant qu'on l'a, je me dis que c'est quand même pas mal. Il voulait une vue dégagée, un sentiment de liberté, d'espace. Et du coup, on a eu la chance vraiment, une fois qu'on avait déterminé l'endroit où on voulait s'implanter, de tomber sur un super agent immobilier à qui on a donné nos critères et qui nous a trouvé la perle rare. L'emplacement parfait. Trop Exactement. Bien. Trop bien. Et après, du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de l'achat, le permis de construire, etc. Ça a été quoi les prochaines étapes une fois que le terrain, coup de cœur, on est parti pour celui-ci? Déjà, un élément important et ce que je recommanderais pour les gens qui veulent se lancer dans ce projet, c'est que généralement, une fois qu'on trouve le terrain, après, tout va très vite, parce que faut déposer le permis, alors, tout dépend, mais quand c'est un terrain, généralement, ce qui est quand même pas mal, c'est de mettre une clause suspensive dans le compromis et dans l'achat, une clause suspensive d'obtention de permis de construire, parce que si vous achetez le terrain et finalement vous n'avez pas la possibilité de construire dessus ce que vous voulez construire, ou que vous pouvez même pas construire grand-chose, c'est un petit peu compliqué. Donc nous, on avait fait ce choix-là de mettre une clause suspensive d'obtention de permis de construire. Sauf que la contrepartie, c'est qu'il faut quand même déposer un permis assez rapidement, parce que le vendeur, lui, il attend que tout soit validé pour pouvoir finaliser la vente et recevoir les sous. Et donc, ce qui est bien, c'est d'avoir anticipé au maximum avant, d'imaginer la maison, la façon dont vous voudriez la concevoir, l'agencement, etc. Pour ensuite ne plus avoir besoin
que de faire des aménagements par rapport au terrain en question. Donc en amont, on avait déjà dessiné les plans en 2D sur un logiciel qui est facile, qui s'appelle Archifacile, et voilà, et qui permet d'assez hyper facilement, même quand on n'y connaît rien, de faire différents essais d'agencement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait fait en amont. Et ensuite, effectivement, sur la partie achat du terrain, ça n'a pas forcément été simple parce que c'est un agriculteur en fait qui nous a vendu une assez grande surface de 2 hectares et puis il voulait vendre puis plus vendre. Souvent, les gens à la campagne, ils sont assez attachés à leur terre. Donc finalement, le compromis qu'on a trouvé et qui nous semblait bien, c'est qu'on a acheté la totalité du terrain, mais on lui a laissé le droit d'usage sur toute une partie sur lequel il met des fois des vaches, des fois des chevaux, ça dépend. Donc voilà, c'est vrai que cette partie-là, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. On se dit on a trouvé le super terrain, mais peut-être qu'on va l'avoir, peut-être qu'on va pas l'avoir. Oui, j'imagine. Et ensuite, faut déposer le permis de construire. Et là, sur le Earthship, il y a assez peu d'architectes qui sont... Alors, on a la possibilité de déposer le permis soi-même, mais c'est vrai que nous, on se sentait pas de le faire. Et on a, on a utilisé 2 choses. Il y a un maître d'œuvre en France qui s'appelle Mathieu Guillaumard, qui est assez spécialisé sur les Earthship. Il a un site qui s'appelle lamatière.org de mémoire. Et en fait, lui, il propose des plans de Earthship, mais des plans qui vont jusqu'au plan d'exécution, des plans complets. Il propose des plans un peu tout près que après vous pouvez agencer et modifier éventuellement avec un architecte ou un dessinateur. Mais c'est plus facile en fait de partir de plans de Earthship de quelqu'un qui maîtrise le sujet et qui en a déjà construit plusieurs et qui du coup donne une base, et ensuite demander à n'importe quel archi ou dessinateur, on va dire lambda, pas spécialisé, de les ajuster. Voilà. Mais au moins... Donc nous, c'est ce qu'on a fait dans notre projet, et du coup notre dessinateur après a échangé aussi avec Mathieu pour. C'est vrai que c'est pas évident les principes de construction, donc pour être sûr de pas faire de bêtises, ils ont interagi pour qu'on puisse avoir après quelque chose qui tienne la route. Et puis après, il y a la partie dépôt de permis de construire, l'instruction qui parfois peut prendre du temps. Il demande tout le temps des petites pièces complémentaires, etc. Ça a pris beaucoup de temps pour vous dans votre cas Oui, entre le moment où on a dû signer le compromis au mois d'août, ils nous avaient laissé 3 mois pour déposer le permis, donc jusqu'au mois de novembre. Et après, on n'a pas pu signer la vente définitive avant le mois d'avril, puisque le temps que ce soit instruit, ensuite une fois qu'on a le permis, il faut mettre la petite affiche sur le terrain et attendre 3 mois pour qu'il y ait un potentiel recours de tiers, parce que certaines personnes pourraient ne pas vouloir ce type de construction. Donc quand on met tout bout à bout, c'est vrai que ça peut être assez long. Ok, oui. Donc faut prévoir aussi ce temps. Ça peut aller vite, mais ça peut aussi prendre un peu de temps avant de pouvoir commencer. Faut aller vite au départ. Faut aller vite au départ pour délivrer les éléments, et puis après, faut attendre un petit moment avant d'être sûr. Et c'est toute la phase où c'est un peu compliqué, parce que tant qu'on n'a pas le permis définitif, c'est compliqué de se projeter, de commencer éventuellement à acheter des matériaux ou à parce qu'on n'est pas sûr que le projet va pouvoir aboutir. Et puis par contre, après, une fois que c'est parti, c'est parti. Et sur le principe, alors peut-être que je sais que ça peut dépendre complètement de la région, des collectivités, etc. Avec la mairie où vous étiez, ils étaient plutôt ouverts à ce genre de projet. Il n'y avait pas forcément de blocage par rapport à l'architecture, à choses comme ça. Il n'y avait pas de... Alors c'est vrai que nous, on a eu la chance dans notre commune, il y avait parce qu'ils sont en train d'en mettre en place, mais il n'y avait pas de PLU, de plan local d'urbanisme. Donc c'est vrai qu'en termes de règles, c'est beaucoup moins encadré que dans d'autres communes où il y a des PLU. Pour autant, il y a plein de Earthship qui se construisent en France dans des sites où il y a des PLU. Donc c'est pas forcément un blocage. C'est pas un blocage, mais ce qui ressort, c'est que c'est quand même bien d'aller voir la mairie et d'avoir un échange avec eux en amont d'une signature d'un compromis, parce qu'il y en a certains qui sont très à l'écoute, très compréhensifs et qui sont dans la recherche de compromis, et d'autres qui sont totalement fermés. Donc c'est bien de le faire en amont. Et c'est vrai que nous, on a eu de la chance. L'adjoint au maire qui a suivi notre dossier, il était vraiment très ouvert. Même à un moment, on a fait une modification, parce que c'est vrai qu'on est à côté d'une église, donc sur la partie de la couleur du toit du bac acier,
Il voulait qu'on soit sur un gris pour être le plus proche possible des ardoises de l'église. Et au départ, on était parti sur un gris anthracite. En fait, le gris anthracite, l'été, ça surchauffe, ce qui est pas optimal en termes de conception bioclimatique. Et on a vraiment voulu descendre un peu en tonalité de gris pour limiter la surchauffe en été. Et ils ont été hyper ouverts. On est arrivé avec plusieurs plaquettes de couleurs différentes. On a pu se mettre d'accord assez facilement. Donc, pour le coup, nous, on a eu plutôt de la chance sur cette Encore partie une fois, urbanisme. c'est aussi une histoire de communication et de savoir aussi échanger, quoi. Exactement. Tout à fait. Trop bien. Du coup, vous avez eu le terrain, ça y est, tout est validé. Vous avez décidé de partir en autoconstruction pour le reste et en famille, c'est ce qu'on disait en introduction. Quel rôle a eu un peu chacun des membres de votre famille dans le processus? Comment ça s'est passé au niveau de la charge de travail, l'équilibre dans tout ça? Du coup, de toute la partie amont, conception des plans, interaction avec le service d'urbanisme, etc. Ça a plutôt été ma partie. Moi j'aime bien farfouiller, faire 10 000 versions de plans, ce qui est un peu moins la passion de Rémi. Et après, par contre, sur toute la partie construction, lui, Rémi, a pris un an complet pour se dédier à 100% à la construction de la maison. Là où moi, je continuais à travailler. Donc, du coup, mécaniquement, après, sur toute la partie construction, c'est principalement lui, en tout cas surtout sur la première partie, qui a drivé. Et c'est vrai qu'après, on a des modes de fonctionnement assez différents. Moi, j'aime beaucoup benchmarker, diagnostiquer, trouver les meilleures options, faire des devis, tout ça. Et par contre, je suis pas très bonne sur le terrain pour quand faut prendre des décisions dans l'urgence, quand faut voilà. Alors que lui, il est plutôt hyper à l'aise avec cette partie-là. Donc ça s'est réparti au final de façon assez naturelle. Et après, dans la partie construction de la maison, tout ce qui était un peu plus minutieux ou qui prenait un peu plus de temps, ou les trucs sur lesquels c'est moi qui ai insisté pour qu'on les fasse et lui était pas forcément fan au départ, typiquement les murs de bouteilles qui prennent un temps très très long, toutes ces parties, tout ce qui est enduit terre, enduit chaud chanvre, qui sont des choses qui demandent pas mal de temps, il faut être assez minutieux, ça c'était plus ma partie. Et par contre, toute la partie gros œuvre, moi de toute façon j'étais là que le week-end et pendant les vacances, donc j'ai beaucoup moins contribué à cette partie-là. Et aussi, je sais pas si tu avais prévu qu'on en parle après, mais on a beaucoup fonctionné sur le chantier avec des chantiers participatifs. J'allais introduire juste après, donc c'est parfait, vas-y, je t'en prie. Via le réseau Twiza. En fait, c'est un réseau ils ont un site internet qui permet en fait qu'on construit principalement sur l'éco-construction, parce que c'est vrai que les gens sont beaucoup moins volontaires quand il s'agit de monter des murs en placo, mais sur les sujets d'éco-construction, il y a plein de gens qui sont intéressés pour venir voir, essayer, soit pour construire leur propre habitat après, soit parce qu'ils envisagent une reconversion dans l'éco-construction, soit juste parce qu'ils ont du temps et ils ont envie d'aller à la rencontre d'autres gens et de découvrir tout un tas de solutions d'habitat. Et donc du coup, le réseau Twiza permet de façon assez encadrée, parce que quand on propose un chantier sur Twiza et qu'on souscrit à l'asso, il y a un système d'assurance. Donc du coup, on est quand même protégé s'il se passe quoi que ce soit sur le chantier, aussi bien pour les personnes qui accueillent que pour les personnes qui viennent participer. Et voilà, et du coup, Twiza permet de faire ces chantiers participatifs. Donc en fait, les gens viennent bénévolement pendant une durée qui va de 1 jour à certains le font parfois plusieurs semaines sur le chantier pour participer. Dans certains cas, il y a des personnes qui font venir un professionnel qui encadre le chantier participatif. Dans d'autres cas, quand c'est des sujets que les autoconstructeurs maîtrisent, c'est eux-mêmes qui font l'encadrement. Et en échange de l'implication et des mains des bénévoles sur le chantier, généralement ils sont logés et nourris. Sur le chantier dans certains cas, ou à côté, ça dépend. Il y en a certains qui viennent et qui sont OK pour loger en tente et se doucher à la douche solaire. Et puis dans d'autres cas en hiver, c'est quand même plus sympa quand on peut les accueillir au chaud. Et comment vous avez,
décidé ou vous êtes parti sur cette expérience de chantier participatif? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà testé en amont ou est-ce que vous en avez entendu parler ou comment vous avez découvert en fait ce principe et pour l'avoir après pris pour votre propre cocon? Et ben, la plupart des earthships qui se font en France se font sur ce principe. C'est vrai que toutes les maisons, les éco-constructions qui sont sur des principes qui généralement demandent beaucoup de main d'œuvre, c'est des choses qui sont assez longues à faire, que ce soit ceux qui font le choix de faire la technique des pneus sols, les maisons en paille, les enduits terre, c'est des choses qui sont très très chronophages, qui seraient dans certains cas quasiment impossible à faire par un artisan parce que sinon ça représente des budgets très élevés, qui se prêtent tout à fait à l'autoconstruction parce que c'est au final pas si compliqué, mais par contre voilà, qui prennent beaucoup de temps et qui en même temps intéressent beaucoup de gens qui ont envie après de dupliquer la même chose potentiellement dans leur habitat. Et donc c'est vrai que la plupart des projets de gens qu'on avait été voir, avec qui on avait échangé sur le Earthship, avaient fonctionné avec ce principe-là, et du coup on s'est dit que ça pouvait être sympa. Et dans la répartition des tâches, c'est vrai que pour le coup, ça demande quand même beaucoup de logistique parce que les gens, faut pouvoir les loger, faut les nourrir, faut les loger, faut faire le ménage, faut faire les courses pour. Il y a eu des semaines où on a été 10. Donc voilà, ça représente quand même une certaine logistique. C'est une grande famille, effectivement. C'est une très grande famille, mais pour le coup, on a eu certains bénévoles qui étaient géniaux, qui tout le monde met la main à la pâte. Il y en a certains qui même étaient très activité avec les enfants le soir après le chantier à faire des jeux de société. Donc c'était un peu comme si on avait des animateurs BAFA à la maison. Magnifique. Ouais, mais c'est vrai que ça demande quand même du temps, et toute la partie où moi j'étais pas sur place, où je faisais les allers-retours et j'étais là que le week-end, c'est vrai que ça me prenait une bonne partie du week-end, faire les courses, faire un maximum de repas pour la semaine, et gérer aussi, parce que les gens, généralement on leur passe un petit coup de fil avant qu'ils viennent pour expliquer le chantier, exactement ce qu'on va faire, vérifier que ce qu'on va proposer, ça correspond aux attentes des gens, et leur donner aussi les règles un petit peu de la vie en communauté et du chantier, pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises après quand les gens arrivent. Voilà, c'est vrai que tout ça prend du temps, et ça, c'était plus la partie que moi je gérais. Mais globalement, c'était une expérience enrichissante et hyper positive, en tout cas de faire appel à ce genre de possibilités de chantier participatif, etc. Oui, complètement. Après, c'est vrai que comme dans toute société, dans toute communauté, il y a des gens géniaux et puis il y a des gens un petit peu moins géniaux. Mais voilà, c'est l'objectif aussi de cette expérience-là. Et globalement, on a eu, il y en a avec qui on a gardé de très bons contacts et avec qui ça a été une super expérience. Trop bien, trop bien. Pour entrer peut-être un tout petit peu dans le détail de la Earthship, est-ce que vous avez pris certaines considérations pour vous assurer l'efficacité de l'espace par rapport à d'autres modèles peut-être plus classiques? Quels ont été un peu vos choix? Tu nous as expliqué les grands principes en introduction de cet épisode. Est-ce que vous avez choisi des aspects en particulier ou des spécificités dans ces grandes catégories? Alors, il y a un élément où effectivement, normalement, le Earthship, la plupart des gens le construisent pour qu'il puisse être hors réseau, donc complètement déconnecté du réseau, autonome sur l'eau, l'électricité, la totalité des éléments. Nous, on a fait le choix sur la partie électricité. Donc, on a des panneaux solaires, mais on est quand même connecté au réseau. Pour deux raisons. La première, c'est que même si on veut essayer de limiter au maximum la consommation, on se sentait pas prêt à être complètement déconnecté et à prendre le risque comme ça a été le cas là. On a eu 5 semaines là sans soleil du tout, et du coup on se sentait pas dès le début de partir complètement déconnecté du réseau. Mais surtout la seconde raison et la principale, c'est que donc les gens qui sont hors réseau, ils ont beaucoup de panneaux et beaucoup de batteries pour stocker toute l'énergie pour pouvoir fonctionner la nuit et puis quand il n'y a pas de soleil. Et voilà, ayant travaillé dans l'éco-conception et connaissant l'impact environnemental des batteries, on voulait pas s'équiper de tout un parc de batteries, mais plutôt utiliser le réseau
comme batterie. Donc en fait, c'est-à-dire que le surplus de ce qu'on produit, ça va sur le réseau. Et quand on en a besoin, voilà, c'est distribué pour d'autres personnes. Et quand on en a besoin, on peut aller voilà, repiocher dans le réseau, même si c'est pas notre énergie à nous. Donc sur cet élément-là, effectivement, on n'est pas parti comme sur la plupart des Earthships qui se font, qui sont généralement totalement déconnectés. Ok. On a aussi fait le choix sur le mur de soutènement, sur le mur nord, de pas partir sur un mur en pneus pour ce mur-là. On est alors parce que parce qu'on a séjourné dans des Earthships et le sentiment de ce mur de pneus, voilà, on n'avait pas un bon feeling, donc on n'a pas voulu partir sur cette solution-là. Et puis en plus, on est sur une maison. Normalement, le Earthship, souvent, on vient recréer une butte de terre à l'arrière, mais nous, notre terrain, il est en pente, donc on est vraiment enterré, encastré dans la pente. Et même si le pneu sol, la technique, normalement, elle est faite pour être, résister à la pression de la terre, on avait quand même un petit peu peur sur la durée que ça fonctionne pas. Et voilà, du coup, on n'est pas parti sur cette solution-là, mais sur le mur nord, sur un mur en béton banché plus classique, pour avoir un mur de soutènement qui tienne la route. Le reste étant, on a le mur sud, dans le Earthship, c'est un mur en ossature bois qui est vitré, et puis on a un mur à l'ouest qui est un mur qu'on a fait en béton de chanvre, qui est un matériau qui est juste génial en termes de propriétés thermique, de régulation de l'humidité hygrométrique. C'est un mélange de chêne-vote, qui est une partie du chanvre, avec de la chaux et du sable, enfin voilà, un petit peu un espèce de sable, et ça fait déjà, ça a un rendu, c'est super beau, ça fait un peu un rendu comme du pisé, de la terre tassée. On voit les différentes couches, les différentes strates. Et en plus, d'un point de vue thermique, ça a des super propriétés. À toutes les attentes, en tout cas. Trop bien. Il y a aussi d'autres matériaux plus durables que vous avez intégrés dans les éléments de la maison ou... On a fait dans la plupart des pièces des enduits en terre, en argile. Qui donne vraiment, là on le voit, ça fait un mois qu'on est dans la maison, et qui donne vraiment un côté ultra chaleureux à la maison. Par contre, alors on n'a peut-être pas encore trouvé la bonne solution. Je sais qu'on peut mettre de la cire sur certains argiles pour les protéger, mais c'est vrai qu'on nous avait recommandé de ne pas mettre d'enduit terre dans les chambres des enfants, parce que voilà, ils bougent un peu dans tous les sens et ça risquait de les abîmer. Et effectivement, c'est quand même en fonction de la façon dont on le fait, dont on le sert, c'est plus ou moins fragile. Mais c'est vrai que pour la chambre des enfants, c'est pas forcément le plus recommandé, sauf après à venir le protéger, mais on n'a pas encore trouvé la solution parfaite pour le faire. Donc oui, on a globalement, dans la plupart des pièces, on est en enduit à l'argile. On a mis des enduits à la chaux sur ce qui est en contact avec l'extérieur. On a un mur qui donne sur la terrasse, qui est un enduit chaud chanvre. Sinon, c'est une maison qui est il y a beaucoup de bois, quand même, toute l'ossature, la charpente. On a essayé au maximum d'utiliser du bois. Et puis, pour la partie qui avait besoin d'être isolée, parce que le garage, il est pas enterré pour qu'on puisse rentrer dedans. Et du coup, on a utilisé de la laine de bois. Alors la laine de bois qui est pas optimale d'un point de vue énergie grise, puisque à sa fabrication, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Par contre, en termes d'efficacité énergétique et en termes d'isolation thermique, en termes de déphasage pour le confort d'été, c'est vraiment un matériau qui est top. Qui est top. Ok. Et si peut-être un dernier que j'ai oublié, pour isoler toute la toiture, on a utilisé de la ouate de cellulose. Donc en fait, c'est du déchet de papier, dans certains cas de journaux, qui a été recyclé et qui, quand on l'insuffle à une certaine densité, aussi est un super isolant. Et donc voilà, nous on l'a utilisé en toiture, mais il peut s'utiliser aussi dans des murs ou il me semble aussi en plancher. Oui, tout à fait. Du coup, ma question, alors je sais que ça fait pas très longtemps que vous avez vraiment emménagé. Tu disais ça fait un mois à peu près, vous vivez complètement dedans. Est-ce que tu ressens déjà sur les effets
énergétique, enfin sur l'efficacité énergétique de la maison, tout le confort que vous espériez ou ce que vous attendiez aussi de cette maison. C'est quoi un peu ton ressenti c'est un mois de recul, mais on est dans une période qui commence à se rafraîchir. On est le 29 novembre aujourd'hui pour préciser pour les auditeurs. Comment tu le vis aujourd'hui? Alors, ça fait un mois qu'on est dedans, mais ça fait que quelques jours qu'on a les portes intérieures. Donc, Du coup, c'est vrai que le principe qui est que normalement, la zone de la serre sert de zone tampon entre l'intérieur, entre l'extérieur et les pièces de vie. Et jusqu'à maintenant, tout était ouvert parce qu'on n'avait pas les portes intérieures. Mais malgré tout, là, on commence à le voir. Nous, on est un peu en altitude, on est à 700 mètres d'altitude, donc ça fait un petit moment qu'il fait déjà facilement 0 degré la nuit. Et à l'intérieur, sans aucun moyen de chauffage, même en ayant les portes ouvertes et en ayant eu 5 semaines sans soleil, on avait 17-18. Alors 17-18, c'est frais pour vivre, au quotidien, mais jusqu'à maintenant, c'était sans soleil et sans les portes intérieures. Là, on a commencé, on a mis les portes depuis une semaine et on a bien pris déjà 1 ou 2 degrés en n'ayant pas eu de journée ensoleillée. Et là, aujourd'hui, il fait un temps magnifique, il y a du soleil. Donc, généralement, la plupart des Earthships, sauf vraiment à tomber sur 1 mois sans soleil comme on l'a fait, mais sinon, globalement, ils arrivent à être à peu près à 20 degrés sans aucun souci. Ce qui est une température hyper correcte pour l'intérieur. Oui. Et puis c'est vrai que comme nous on est en altitude, on a quand même fait le choix malgré tout d'avoir un tout petit poêle, pas trop chaud, mais un poêle d'appoint dans la pièce de vie au cas où. Justement pour les mois comme on vient d'avoir où il n'y a pas du tout de soleil, où il pleut non-stop pendant un mois, ça permet comme ça de faire le petit tampon. Et ce qu'on dit aussi souvent, c'est que le Earthship, c'est vraiment une maison qui met quasiment 2 ans en fait à se réguler, que la masse thermique derrière, le temps qu'elle capte suffisamment de chaleur pour après pouvoir la restituer, on voit vraiment les bénéfices complets et la régulation complète qui se fait au bout d'au moins 2 ans. Mais sinon, sur le reste, en termes de confort, c'est hyper agréable. Il y a eu des jours où il a fait très froid, où on a utilisé, les puits canadiens pour ventiler. Et c'est vrai que même en hiver, où on a tendance souvent à ne pas beaucoup ventiler les maisons parce que on n'a pas envie de faire rentrer de l'air à 0 degré dans sa maison. Là, avec les puits canadiens, l'air qui rentre, il rentre déjà à 14. Donc après, il n'y a plus besoin que de quelques degrés pour le monter à température ambiante. Et du coup, ça incite quand même beaucoup plus à ventiler la maison et du coup à l'assainir, puisque c'est quand même recommandé pour la qualité de l'air intérieur d'aérer hyper régulièrement. Ouais, c'est souvent ce qu'on dit, l'air intérieur est souvent plus pollué que l'air extérieur, donc tout à fait. J'ai une dernière grande question pour toi et après je pense qu'on va passer à la phase d'action. C'est hyper complet, je pourrais continuer encore longtemps. Qu'est-ce que tu t'aimerais partager ou recommander avec ton retour d'expérience à d'autres auditeurs qui auraient envie de se lancer dans ce type de projet? On va dire le gros avantage et le gros inconvénient que vous avez pu vivre avec ce projet de Earthship. Pour ce type de construction, pour l'expérience en général? Si tu as quelque chose par rapport plus à l'expérience en général, prends sur l'expérience en général, sinon la construction. Je dirais que généralement, le projet de construction, une fois qu'il est parti, c'est quelque chose d'autoconstruction en général, c'est ultra prenant. Ça vient s'ajouter à la charge du boulot, des enfants, de tout le reste. Et du coup, plus on a pu anticiper en amont tout un tas de choses, et moins on est dans le jus et de devoir faire parfois des choix qui seront pas les bons parce qu'on se retrouve dans l'urgence, parce qu'il faut que le chantier il avance, parce que demain il pleut, parce que dans une semaine il neige, parce que on doit rendre la maison de location dans 3 semaines. Et donc c'est vrai que plus on a pu se poser de questions, écouter des podcasts comme Oberkaï, regarder des chaînes YouTube, aller visiter, faire des chantiers participatifs aussi pour se rendre compte. Plus quand on démarre, on est préparé, et ça c'est un élément hyper important. Je sais que on était allé voir nous un autre couple qui a construit un Earthship dans les Hautes-Alpes. Ils ont une chaîne YouTube, Les Autonomistes, qui est super, qui s'appelle Luc et Magali. Et c'est aussi un truc qu'il nous avait dit. Il nous avait dit 2 choses, je me souviens, j'avais retenu, ça m'avait fait sourire. Il nous avait dit, 1, est-ce que vous avez une forêt à côté de l'endroit où vous allez construire ?
Alors on avait dit oui, pourquoi? Ils disaient que c'est important d'avoir un endroit où tu peux aller crier un bon coup quand on peut plus. Ouais, effectivement. Voilà. Et le deuxième élément, c'était est-ce que vous vous connaissez bien en tant que couple? Est-ce que vous savez comment vous fonctionnez? Est-ce que vous n'êtes pas un couple qui s'est formé il y a 1 an parce que souvent les projets de construction en général, même quand on fait faire, mais encore plus d'autoconstruction, c'est fatigant, ça met les nerfs un peu à rude épreuve, surtout dans le contexte actuel où il y a des envolées parfois du budget importantes, ça met une pression et c'est important de bien se connaître soi, de bien connaître ses limites et de bien connaître aussi le partenaire avec lequel on fait pour que dans les moments où c'est un peu plus dur, on sait que c'est passager et que on peut s'entraider, ça va finir et de savoir que c'est vraiment conjoncturel et lié à cette période qui est assez intense, qui est hyper riche mais malgré tout hyper intense. Donc voilà, c'est les 2 éléments peut-être que je partagerai. Ok, trop bien. Eh ben écoute, si c'est good pour toi, je te propose, on a fait un bon petit tour, de passer à la phase tac au tac et actionnable de ce podcast. Ok. C'est parti. Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Oberkaï. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Oberkaï-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son Bercail ? Eh bien, nos auditeurs, ils ont un projet de maison Archip. Qu'est-ce que tu leur conseilles d'hyper concret ? Une question hyper précise à se poser. Qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ce projet de maison Archip ? Eh ben, je dirais 2 choses. Un, c'est d'aller à la pêche aux informations, d'aller regarder. Je donnerai après tout un tas de ressources, mais d'aller chercher toutes les infos pour vraiment. Et puis même dans l'idéal, d'aller en visiter, d'aller vivre dedans pour vous rendre compte si c'est quelque chose qui est fait pour vous ou pas. Nous, on avait eu la chance, avant de commencer la construction, de pouvoir passer quelques jours dans le Earthship là de Pauline et Benjamin en Dordogne, et ça permet de ressentir tout un tas de choses, de modifier parfois les plans aussi, parce qu'on se dit en fait ça fonctionne bien, ça fonctionne pas, je mettrais ça plus comme ci, comme ça. Et le deuxième élément, c'est de ne pas idéaliser, et dans l'idéal, d'aller faire 1 ou 2 chantiers participatifs avant, pour vraiment se rendre compte de déjà qu'est-ce que c'est qu'auto-construire son habitation, et encore plus particulièrement avec des matériaux et des choix de construction qui sont pas des choix classiques. Nous, on a eu pas mal de gens en chantier participatif, certains qui même envisageaient une reconversion dans l'éco-construction, et en fait quand ils sont venus 2 semaines et qu'à la fin de la journée ils avaient mal partout, ils en pouvaient plus et ça avait été hyper physique. Au final, ils se sont dit que c'était peut-être pas forcément quelque chose pour eux. Donc, le fait de l'expérimenter, ça résout beaucoup de questions. C'est hyper important. Je sais que moi, j'ai de la chance. Mon mari, c'est une force de la nature et mais moi, j'aurais été incapable de faire la moitié de ce qu'il a fait, et c'est bien de le vivre. Ou pareil, quand on se dit, nous au début, on voulait faire toutes nos cloisons intérieures en terre-paille allégée. Il suffit d'aller faire une journée de chantier participatif en terre-paille allégée et de voir ce que ça représente pour se dire, peut-être qu'on va faire un autre procédé, ou peut-être pas, hein, peut-être que les gens vont être convaincus et vont le faire, mais ils vont le faire en conscience, en sachant ce que ça représente. Moi, si j'avais été faire, je pense, un mur de bouteilles avant de me lancer moi-même chez quelqu'un d'autre, j'en aurais peut-être prévu moins dans mon Archip, parce qu'on en a fait 3, et c'est ultra long, et quand on arrive sur la fin du chantier et qu'on a envie que ça avance et que ça se termine pour pouvoir emménager, c'est vrai que c'est des choses qui sont assez longues. J'imagine. C'est très beau d'ailleurs, les murs en bouteille. Donc après, on doit être fiers quand même. Tout à fait. C'est une petite fierté aussi. Eh bien, dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi ton Bercail idéal ? Est-ce que c'est celui que tu as aujourd'hui ou est-ce que c'est encore autre chose ?
on dit qu'il faut 3 maisons pour arriver à vraiment avoir le bercail que on veut. Nous, on en a la deuxième parce qu'on avait rénové une vieille maison en Pisé avant, mais on est globalement très content de notre bercail. Moi, ce qui est important pour moi dans un bercail, c'est que ce soit un endroit qui puisse accueillir, où on puisse partager, avoir du monde, la famille, des amis. Et c'est vrai qu'on a conçu l'intérieur aussi comme ça. Dès qu'on a pu mettre des mezzanines pour gagner de l'espace et mettre des matelas dans les chambres des enfants, on leur a mis des matelas doubles pour que quand on a du monde qui vient à la maison, ils puissent rester dormir et que ça serve aussi de chambre d'amis. Voilà. Donc d'avoir cette possibilité d'accueillir, c'est un élément qui était important. Et le deuxième, c'était une maison qui soit ouverte vers l'extérieur, en connexion avec la nature, le vivant. Et c'est vrai que déjà le principe de la serre accolée à la maison, ça donne cette proximité qui était un des éléments clés pour moi du bercail idéal. Trop bien. Si tu avais un mot du coup pour définir ton bercail, ce serait quoi ? Équilibre ou harmonie, chacun a le sien, a ses critères, mais l'important c'est que ça corresponde et qu'on y soit bien. Trop bien. Tu nous as partagé déjà plein de sources, d'ailleurs je vais toutes les répertorier dans les ressources du podcast, mais est-ce que tu as d'autres sources à nous partager, des podcasts, chaînes, livres, personnes à suivre ? Oui, j'en ai plein. Spécifiquement sur le Earthship, il y a 2 chaînes YouTube qui ont aussi des comptes Instagram et Facebook, qui sont Urgence Planète Verte, qui est un couple qui a construit 2 Earthships, Fred et Sabrina, qui nous ont beaucoup aidés au début. Leur chaîne, il y a vraiment beaucoup d'infos. Et puis celle de Luc et Magali, les autonomistes. Et spécifiquement sur le Earthship aussi, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Earthship France, sur lesquels il y a énormément d'échanges. Les gens partagent beaucoup et répondent aux sollicitations et aux questions. Et toujours sur le Earthship, il y a 2 livres. Un livre qui a été fait par Pauline et Benjamin, le Earthship en Dordogne, sur toute leur expérience de construction, qui s'appelle La Maison Magique, et qui est top parce qu'il donne il donne toute l'expérience de vie, et c'est vrai qu'avant de se lancer dans la construction d'une autre, de voir que d'autres avaient galéré, que c'était quand même pas si simple que ça, que ce qu'on voit qui est joli sur Instagram, derrière il y a des situations de vie qui sont pas forcément toujours très simples, mais d'avoir ce retour concret d'expérience, c'est hyper intéressant. Et puis on a un autre qui est un livre, alors là pour le coup ultra technique, du maître d'œuvre dont j'ai parlé tout à l'heure, Mathieu Guillaumard, où là pour le coup il rentre, moi au début j'ai mis je pense 2-3 mois avant de comprendre un mot sur 2, c'est hyper technique, mais pour les gens qui veulent vraiment se lancer dans l'autoconstruction, ça reprend tout un tas de principes et les règles de construction du Earthship, donc c'est hyper utile. Et il y a le site de Mathieu Guillaumard, lamatière.org, qui est aussi une mine d'infos. Et dans le même principe, c'est pas tout à fait Earthship, mais c'est le même principe de maison bioclimatique et autonome. Il y a un architecte qui a un site qui s'appelle Archestra, qui reprend ce principe de serre à coller, sauf que là, les maisons, elles sont faites, elles sont pas faites en pneus et elles sont pas forcément enterrées. L'inertie à l'arrière, il est créé par une double isolation terre et paille. Et il y a beaucoup d'exemples et de vidéos et d'explications d'images sur son site Archestra qui est bien. Et puis une sur l'éco-construction plus globalement, qui est un compte Instagram de Alice, qui s'appelle La Penduline. Et c'est une ancienne éco-maçon qui auto-construit sa maison, et elle fait vraiment des super partages. Elle vulgarise bien, elle explique bien. Enfin voilà, son compte est génial. Et puis bien sûr la chaîne YouTube de l'Archipel, qui a été pour nous un vrai catalyseur au début de notre projet, et sur laquelle il y a de plus en plus de vidéos autour de l'éco-construction. Trop bien. Et avec ça, on a une liste bien complète. Merci beaucoup pour ce partage, Diane. C'est super. J'ai plus qu'à te remercier. Où est-ce qu'on peut suivre votre projet? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et sur Instagram, on a fait un compte pour accompagner un petit peu tout le projet et toute la construction. Ça s'appelle En route vers demain, avec le tiret du bas entre chaque mot.
Et là, c'est vrai que sur les dernières semaines, on a un petit peu moins posté parce que c'est la dernière ligne droite dans l'emménagement, mais il y a plein de sujets que j'ai pas eu le temps de couvrir pendant le chantier et sur lesquels je ferai des posts et des vidéos dans les prochaines semaines. Trop bien, merci beaucoup, merci pour ce partage. C'était top de faire un bon petit tour sur ce principe des Earthships, et puis de ton expérience aussi de l'autoconstruction en famille. Donc merci pour ça et merci pour ce beau moment. Eh ben merci à toi et à bientôt. À bientôt, et j'ai plus qu'à dire à tous nos auditeurs, à bientôt dans vos bercailles. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. C'est l'heure du bilan. Voici les 3 choses principales à retenir. Pour commencer, le concept des Earthships développé dans les années 70 par Mike Reynolds incarne une approche réelle de l'habitat écologique. C'est une maison bioclimatique qui maximise l'utilisation de ressources naturelles pour le chauffage, la ventilation et le rafraîchissement, sans recourir à des énergies fossiles. Ensuite, l'éco-construction des Earthships repose sur la réutilisation créative des déchets comme l'utilisation de pneus ou de bouteilles usagées. En plus des matériaux recyclés, ces habitations intègrent des principes d'autonomie en matière d'eau, d'électricité et même d'alimentation grâce à des systèmes innovants tels que la récupération d'eau de pluie, des panneaux solaires ou des serres intégrées. Enfin, l'autoconstruction d'un Earthships demande anticipation et engagement. Les chantiers participatifs souvent utilisés dans ce contexte offrent une expérience collective d'apprentissage intéressante, mais nécessitent aussi une planification minutieuse. Et enfin, il faut souligner l'importance de bien se connaître et de connaître son partenaire pour gérer les potentielles pressions liées à un tel projet d'autoconstruction. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez viens, construisons au bercail ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.